Dans les préjugés, je dirais qu'il y a cette idée de l'adolescent fainéant, avaché sur son lit avec son téléphone qui scrolle TikTok toute la journée, qui répond pas, qui parle dans sa barbe, enfin ce genre de choses. La jeunesse mondiale se lève pour le climat, manifestation planétaire initiée par Greta Thunberg. Il y a un peu cette image de une jeunesse pas active, des jeunes qui s'en fichent de tout. Et le débat est vraiment coupé de manière générationnellement. Le mouvement est parti tôt ce matin des lycées professionnels de Poitiers. Le cortège a entamé le tour des établissements pour grossir au fil des heures. La plupart se sentent concernés par le projet de réforme des retraites. On se dit, c'est des jeunes, ils sont cons. Moi, je suis vieux, ça fait 60 ans, je suis sur cette planète, je sais comment ça se passe. Eux, ils ont 14, 15 ans, 16, des années. Enfin, ils sont jeunes, ils savent rien à la vie. Une semaine après les résultats du premier tour, les lycéens et les étudiants ont donc repris les cours à Paris. Et dès cet après-midi, ils organisaient une grande manifestation. On les dit incompétents, incapables, superficiels. Pourtant, les enfants et les adolescents s'expriment, s'opposent et s'engagent. On a eu beaucoup de moqueries sur juste nos actions en général, sur le fait que c'était débile de faire ça, qu'on devrait bien sûr aller à l'école forcément, et que ça sert à rien vraiment de faire des actions comme ça va rien changer en fait, et qu'on est impuissant, qu'en plus on est des enfants donc on est encore plus impuissant. La Convention internationale des droits de l'enfant, dans son article 12, dit que les enfants sont capables de discernement, ont le droit d'exprimer librement leur opinion sur les questions qui les concernent et que leur avis doit être pris en compte. Mais à partir de quel âge ? Et sur quel genre de sujet ? Et par quels moyens peuvent-ils donner leur avis ? Moi, je pense qu'on ne nous prend pas assez au sérieux, qu'on ne nous considère pas responsables et pas matures, comme si on était insignifiants, quoi. Et que nous, on devrait juste suivre le mouvement et attendre que notre tour arrive, entre guillemets, quoi. J'ai rencontré des enfants qui savent ce qu'ils veulent, qui s'engagent pour une cause et qui refusent d'être mis sur la touche. Les enfants et les jeunes ne veulent plus attendre leur tour. Ils veulent qu'on les écoute maintenant. C'est un espèce de paradoxe qui est hyper violent. En fait, tous ces préjugés-là de jeunes qui veulent rien faire, et dès que tu commences à vouloir faire des trucs, on te met des bâtons dans les roues, mais à mort, et tu te dis, mais pourquoi vous venez de me dire que je fais rien ? Ça donnerait quoi, un monde où les plus jeunes participent à la vie politique ? Qui c'est qui commande ? Une série documentaire de Lolita Rivet sur les enfants et leurs droits. Épisode 6. De quoi tu te plains ? C'est très bien. Bonjour, jeune conseiller. De quelle école tu viens, toi ? Simone Signoret. Simone Signoret. Bonjour, madame la conseillère. Ce mercredi d'avril, sur le perron de la mairie du 8e arrondissement de Lyon, le maire Olivier Berzane salue de jeunes collègues. Vous portez quoi là autour de l'épaule là ? Une écharpe tricolore parce qu'on a été élus au CAE, conseil d'arrondissement des enfants. On a été élus par notre classe et du coup, parfois, des mercredis, on vient à la mairie pour faire le conseil. C'est jour de conseil pour la vingtaine d'enfants élus du conseil d'arrondissement. Chaque groupe d'enfants porte un projet qu'ils ont choisi en début d'année après avoir sondé toute l'école. Lyon fait partie des quelques villes qui ont fait le choix de faire participer les enfants à la politique locale. Est-ce que vos projets avancent bien ? Nous, c'est réaménager notre salle informatique parce que là, ça va plus du tout. Les ordinateurs, ils fonctionnent vraiment pas. Ce serait temps de les remplacer. Nous, c'est la propreté. Ou dans l'école et quartier de vision. On a avancé sur le projet du stade où on voudrait ouvrir aux gens les jours où il n'y a pas école. Nous, dans notre école, on a fait un coin calme. On veut un coin calme parce qu'il y a des enfants qui, pendant la récréation, ne veulent pas jouer et ne veulent pas de bruit. Ils veulent juste se reposer. Un grand merci à vous. Bonne séance de travail. Et puis on se revoit très bientôt pour présenter tout ça au conseil d'arrondissement avec les élus adultes. D'accord ? Bonne matinée les enfants. Merci à vous. Vous pouvez vous applaudir. Les jeunes élus sont accompagnés par Les Enfants s'organisent, une association lyonnaise qui forme enfants et adultes. Si vous regardez bien les petits points noirs là, il y a un point qui revient à chaque étape. L'action collective ? Ouais, exactement. L'action collective à l'interpellation, elle a pour but de collectivement, on montre
on a vraiment envie de se faire entendre. Donc ça peut être une manifestation, ça peut être aller directement à la mairie, ça peut faire des pancartes et dire on a envie que ça change, etc. Ça, c'est une action dans le but d'essayer de faire entendre notre voix. Depuis le début de l'année scolaire, ces enfants apprennent la démocratie d'interpellation. La démocratie d'interpellation, c'est l'idée que des citoyens, à leur initiative, interpellent, c'est-à-dire vont demander des comptes ou des changements de fonctionnement ou des améliorations de politiques publiques qui les concernent. Solène Compin a cofondé l'association Les Enfants s'organisent. À la différence de la démocratie représentative, où on élit des personnes à qui on délègue un pouvoir. À l'origine, en tout cas, ça a été l'idée de prendre les méthodes d'organisation syndicale des entreprises et de les sortir de l'entreprise, du rapport entre ouvriers et patrons, et de les mettre au service d'habitants, de citoyens qui habitaient dans des quartiers défavorisés, pour qu'ils s'organisent pour revendiquer des améliorations de leurs conditions de vie auprès des institutions publiques et privées. L'association forme des enfants dans les écoles, les associations, ou comme ici, au conseil d'arrondissement. Parmi tous ces enfants, il y a Victoria, Harris, Olivier, Dina, Oliver. Bonjour, moi je m'appelle Camille. Ce sont les élus de l'école Simone Signoret, ceux qui veulent remplacer leurs ordinateurs préhistoriques. Leur objectif, c'est de rencontrer la responsable informatique de la ville de Lyon pour la convaincre de soutenir leur projet. La prochaine étape, c'est quoi? C'est la rencontre On va lui envoyer la lettre et après, elle nous dit si elle peut venir et après, on va avoir accès de Camille. On va lui dire qu'elle nous aide à appeler des pros comme elle pour rénover notre salle informatique. Mais bon, soyons optimistes et espérons qu'elle va dire oui. L'objectif de l'association Les Enfants s'organisent, c'est déjà de faire entendre ce que les enfants ont à dire. Pas seulement en les consultant, comme c'est souvent le cas, mais en les rendant acteurs et actrices du changement qu'ils veulent voir. Effectivement, la façon dont on considère les enfants dans notre société les rend complètement incompétents au niveau de leur action citoyenne et politique. Nous, on le voit sur des groupes d'enfants et notamment de classes défavorisées socialement, c'est des enfants qui n'ont jamais été habitués à ce qu'on leur demande leur avis. Et donc, quand pour la première fois, on leur dit « mais qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous trouvez qui va pas, injuste, qui vous met en colère dans votre école, dans votre quartier ?» Il y a beaucoup d'enfants au départ qui ne savent pas du tout quoi dire. En fait, parce qu'on leur a jamais demandé. La façon dont on traite les enfants, dont on déconsidère la parole et dont on laisse très peu de place, fait que ces enfants, en fait, ne sont pas du tout entraînés à savoir ce qu'ils veulent, à donner leur avis, à s'exprimer, à argumenter. Peut-être qu'apprendre concrètement la démocratie, dès le plus jeune âge, ça nous aiderait à nous sentir davantage concernés par ce qui se passe autour de nous et dans notre pays. Il est vrai que les jeunes ne votent pas beaucoup en France. Pour le second tour des législatives 2022, 72% des moins de 30 ans ne sont pas allés voter. Mais l'abstention, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne s'intéressent pas à la politique ou au débat social. En politique, on nous dit « allez voter ». Finalement, quand on regarde, quand il y a un président, par exemple, qui gagne, c'est les 2/3 de la France qui n'en voulaient pas. Au conseil communal des jeunes d'Issy-les-Moulineaux, près de Paris, des adolescents m'ont raconté leur envie de s'engager, mais aussi leur frustration à se sentir mis sur le banc. Juste à l'échelle du lycée, en fait, j'ai testé l'année dernière, j'ai été déléguée. J'ai été très déçue parce que en fait c'est pas de la participation, c'est de la consultation en fait. Donc on arrive, on pense que on va avoir un poids dans le conseil de classe ou je sais pas, ou pouvoir mettre des choses en place et en fait tout est déjà rédigé. C'est juste une approbation des autres professeurs, éventuellement une discussion, un mini détail, une virgule qui va changer, mais finalement que le jeune soit là ou pas, il n'y a rien qui va changer. Si les jeunes se détournent de la politique, c'est pas tout simplement parce qu'on ne les implique pas. Les enfants sont totalement, sous le joug des adultes et n'ont aucun pouvoir, au fond. Éric Delemare, défenseur des enfants. On les consulte de façon très disparate sur le territoire. On évalue à peu près 2000 communes qui ont des conseils municipaux d'enfants. Dans certains, ils ont un budget, ils ont des projets, ils sont accompagnés. Voilà, dans d'autres, c'est loin d'être le cas. Dans d'autres, il n'y en a pas du tout. Et c'est vraiment pas une priorité. C'est pour ça qu'avec la Défenseure des droits, nous n'arrêtons pas de dire, mais c'est un enjeu
pour nos démocraties, pour nos civilisations, d'écouter la parole des enfants. C'est la première manifestation de violence, de ne pas écouter les enfants. Donc il faut pas attendre de leur dire « Tiens, pourquoi à 18 ans tu votes pas ?» Bah ouais, mais enfin ça fait 18 ans que vous me demandez pas mon avis. Donc peut-être que là, il faut aussi, de manière démocratique, prendre le temps d'écouter la parole des enfants. Pourtant, historiquement, les enfants se sont déjà organisés politiquement. Dans son livre « La domination adulte », Yves Bonnardel répertorie quelques luttes d'enfants qui ont eu lieu en Europe. Comme la grève des écoliers anglais de 1911, où pendant 15 jours, des milliers d'enfants ont refusé d'aller à l'école et ont réclamé des cours moins longs, des vacances pour ramasser les pommes de terre, des crayons gratuits et l'abolition de la ceinture. Ou encore le Jugendbewegung, un mouvement de jeunesse très puissant en Allemagne au début du XXe siècle. Il regroupe plusieurs centaines de milliers de jeunes qui rejettent l'État, la famille et l'école. Le mouvement sera interdit par le nazisme. Plus récemment, les sociologues Stéphane Beau et Michel Pialou ont même analysé les révoltes urbaines non pas comme une violence gratuite des jeunes de banlieue, mais comme une réponse politique au sentiment d'injustice et d'exclusion de ces jeunes. Alors pourquoi tous ces mouvements de la jeunesse ne sont pas pris au sérieux ? C'est rien d'acheter des ceintures en peau de bois quand on peut avoir des vrais bois vivants, quoi. Franchement. À Étampes, dans le sud de Paris, Abel Jedon enroule un boa autour de sa taille. C'est ce que j'allais faire. Après, je sais pas, Madame Bois, elle mange bien, essaye. Ah ouais ? Si elle mange pas, tu peux... J'ai pris Autour de lui, des dizaines de serpents, grenouilles, lézards, tortues. J'ai essayé de les enregistrer, mais ils ne font pas de bruit malheureusement. Abel n'a que 19 ans, mais ça fait un moment qu'il dirige l'association SOS Petites Bêtes. Il l'a créée quand il avait seulement 12 ans. J'ai commencé l'engagement parce que j'avais envie de faire quelque chose pour les animaux. C'était quand même ça le sujet principal qui m'intéressait. Et donc j'ai été bénévole à la SPA. 10 ans et demi, je suis devenu bénévole là-bas. Je me suis rapidement rendu compte qu'en fait, il n'y avait rien qui existait, ou quasiment rien, qui existait pour les reptiles. L'objectif de l'asso, à la base, c'est surtout de sauver des animaux dont peu de gens s'occupent, dont la plupart des gens même s'en fichent, voire même en ont peur ou les détestent. Faites attention, ça mord. Ah ouais ? Ouais. Elle a des dents ? Non, elle pince en fait. Mais ça pince, c'est carnivore en fait. Aïe, aïe, aïe. À 12 ans, Abel ne peut pas ouvrir de compte en banque. Alors le réseau national des juniors associations va l'aider à se lancer. Dans le sous-sol de chez son père, il se met à recueillir des reptiles abandonnés par leurs propriétaires. Il les soigne avant de leur trouver une nouvelle famille. Au collège, il organise même des ateliers de sensibilisation dans d'autres écoles pendant sa pause déjeuner. Mais il a du mal à conjuguer les cours avec son engagement et il ne se sent pas soutenu par ses profs. C'est un espèce de paradoxe qui est hyper violent. En fait, tous ces préjugés-là de jeunes qui veulent rien faire, et dès que tu commences à vouloir faire des trucs, on te met des bâtons dans les roues, mais à mort. Et tu te dis, mais pourquoi vous venez de me dire que je fais rien si... C'est extrêmement étrange. Il faut faire, mais pas trop. Parce que si tu fais trop, tu commences à déranger, tu commences à prendre la place des adultes aussi. Faut pas non plus trop t'imposer, faut pas non plus avoir des idées trop radicales. Et donc ouais, il y a des limites et en fait la fenêtre elle est minuscule quoi. Je change le dernier aquarium et je vide celui de crypto et après je pense qu'on aura fini. Abel est maintenant le président du réseau national des juniors associations. Il aide d'autres enfants à lancer leurs projets. C'est pas assez considéré la parole des enfants, et à tort, parce qu'il y a tellement d'idées de ouf. En rentrant dans un peu cet univers-là de l'engagement des jeunes, j'ai rencontré des centaines de jeunes et qui m'ont tous bluffé, quoi. Et qui m'ont tellement plus appris qu'énormément de profs, qu'énormément d'adultes qui avaient cette posture de prétendu sachant. En fait, en laissant du temps, je pense que tous les enfants pourraient apprendre tellement de choses qu'il n'y aurait même pas besoin que ce temps-là soit rattrapé, ce temps-là de cours en moins soit rattrapé. Et moi, j'ai vraiment vu la différence. En 6e, ma moyenne, elle devait être à 13 ou 14. Et en 5e, j'ai créé mon asso. Et j'étais à 17 de moyenne toute l'année. Et c'est pas parce que j'ai plus révisé ou quoi, c'est juste parce qu'en fait, je m'épanouissais à côté. Et que juste,
ça m'enrichissait tellement, déjà me rendait joyeux. Et du coup, c'était plus simple de faire le reste, de réviser et tout ça. Et je savais qu'aussi, quand j'aurais fini de réviser, je pourrais aller m'occuper de mes animaux. Donc, ça me motivait. C'est pas les mêmes, les deux là. Non, ça c'est une Pélomédusa, ça c'est une Émide et ici c'est une Pélusio. Donc c'est les 3 espèces d'aquatiques qu'on a en ce moment. Pourquoi c'est important d'écouter les enfants ? Parce qu'ils ont ce qu'on appelle une expertise d'usage. Solène Compin, de l'association Les Enfants s'organisent. Les enfants, ils usent la ville, je veux dire, ils utilisent les transports, ils utilisent leur école, leur cours d'école, leur quartier, leur square. Je veux dire, ils ont un vécu. C'est pas des fantômes qui passent à travers la vie et qui réalisent que la vie existe à 18 ans, en fait. Donc ces enfants, ils ont des choses à dire sur ce qu'ils vivent et comment ils le vivent. À partir du moment où on ne prend pas en compte une partie de la population qui est impactée par une décision, nécessairement, et ça c'est ce que montrent toutes les études sur l'intelligence collective, la décision sera moins intelligente, moins respectée, moins adaptée. Ah, il y a Roméo et Juliette qui n'ont pas été remises dans leur... Il a mangé du coup le basilic ou pas ? Je pense pas. Son engagement précoce donne envie à Abel de rejoindre d'autres luttes. À 16 ans, il s'engage pour le climat, avec Youth for Climate, ce mouvement mondial de la jeunesse, écologiste et anticapitaliste inspiré par Greta Thunberg. My name is Greta Thunberg and I am 15 years old. I live in Sweden and I school strike outside the Swedish Parliament House until the Swedish election. C'est en 2018 que le monde entier découvre la jeune Suédoise. Elle a 15 ans et débute une grève scolaire pour le climat devant le Parlement suédois, seule avec sa pancarte. Le mouvement mondial Friday for Future s'étend dans le monde entier, avec ce mot d'ordre « À quoi ça sert d'aller en cours si on n'a pas d'avenir ?» Is 16-year-old Greta Thunberg. On peut dire qu'il y a eu aujourd'hui un effet Greta. Oui. She had a lot of attention. Poussés par la détermination de Greta Thunberg, des enfants organisent des grèves et des marches pour le climat dans le monde entier. On parle même aujourd'hui d'éco-anxiété pour exprimer ce sentiment démocratisé par la jeune activiste. Il toucherait 1 jeune sur 2. Donc l'éco-anxiété ou l'anxiété climatique, c'est l'ensemble des réactions émotionnelles liées à la destruction climatique et au changement environnemental. Lélia Benoît, pédopsychiatre et autrice d'Infantisme, paru chez Seuil en 2023. Ça peut engendrer des émotions d'anxiété, comme dans le mot, mais tout un tas d'autres émotions aussi, comme la colère, l'indignation, la honte, la culpabilité, la tristesse, et aussi des émotions plus positives qui donnent envie d'agir, comme l'espoir ou l'élan. Donc des médecins psychiatres, mais aussi des psychologues, ont explicité que l'éco-anxiété n'est pas un problème individuel. Il ne faut pas pointer du doigt les personnes en disant « Ah, tu as une fragilité ». Il s'agit de prendre conscience que les personnes sont éco-anxieuses parce que le changement climatique est un problème réel et grave et qu'elles ont une réaction émotionnelle qui est saine, légitime et adaptée vis-à-vis de la gravité de la situation. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? En 2019, Greta Thunberg interpelle l'Assemblée des Nations Unies et dénonce l'inaction des dirigeants. Très critiquée, notamment par des chefs d'État, Greta reçoit le traitement que les jeunes qui s'engagent subissent très souvent. Greta Thunberg a été énormément attaquée avec des arguments infantistes. Donc, elle est trop petite, elle est trop jeune, elle sait pas ce qu'elle dit, elle est nécessairement manipulée, qu'elle pouvait pas avoir de libre arbitre, qu'elle était la marionnette de ses parents, des adultes autour d'elle. Les jeunes en particulier, elles ont beau prendre la parole, sortir dans la rue, manifester, exprimer leur inquiétude vis-à-vis de la situation, demander des actions. En fait, ce qui leur est renvoyé, c'est
disait « sois jeune et tais-toi ». Et ça, c'est sous-tendu par les préjugés et discriminations contre les enfants et adolescents. Parce qu'en fait, on est tellement obnubilé par le fait que les enfants et adolescents seraient des citoyens de seconde catégorie que quand ils sont dans la rue pour manifester et pour exprimer leur voix sur un sujet, au lieu de les écouter, on s'étonne qu'ils soient dans la rue, on s'étonne qu'ils manifestent, on s'étonne qu'ils ratent l'école. Et donc on parle du fait que des enfants sont dans la rue, au lieu de parler de la raison pour laquelle ils sont dans la rue. Lorsqu'il rejoint le mouvement Youth for Climate, à 16 ans, Abel Jedon, le sauveur de reptiles, participe à des actions de désobéissance civile. Il décroche des publicités dans la rue en ciblant de grands industriels. On passait vraiment pour les enfants qui font un peu des petites grèves comme ça et c'est mignon quoi. Enfin, moi, la première fois où je me suis fait arrêter, où vraiment on a eu beaucoup de moqueries sur juste nos actions en général, sur le fait que c'était débile de faire ça, qu'on devrait bien sûr aller à l'école forcément, et que ça sert à rien faire des actions comme ça dans des pubs, ça va rien changer en fait. On est impuissant et qu'en plus on est des enfants donc on est encore plus impuissant. Les jeunes activistes décident d'adopter d'autres moyens d'action. Ils vont même jusqu'à s'introduire dans des entreprises pour dénoncer la destruction de l'environnement. Et du coup, la répression s'est durcie. On a été interpellés assez violemment. Enfin, j'ai eu des amis qui ont eu des interpellations vraiment violentes, avec notamment des étranglements de plusieurs minutes et des trucs assez violents, quoi. Ouais, il y a eu un gros changement et où c'était assez choquant quoi, de voir comment des adultes pouvaient traiter des enfants de cette manière-là. Au Défenseur des droits, Éric Delemare reçoit des réclamations de jeunes militants dont les droits n'ont pas été respectés. Ne pas considérer les enfants comme des interlocuteurs dignes d'avoir quelque chose à dire sur le climat, c'est exactement déconsidérer les deux. Les enfants nous l'ont dit, eh bien nous, on est comme la planète, on nous dit qu'on est l'avenir de l'humanité, mais nos droits n'avancent pas vite et on ne nous entend pas. On n'entend pas la planète et on n'entend pas la jeunesse. La jeunesse, elle a quelque chose à dire et s'il doit y avoir un mouvement international au monde, c'est la préservation de notre planète. Et nous, on a des instructions, par exemple, où des jeunes ont manifesté pacifiquement contre cette dégradation de l'environnement et se sont fait malmener parfois par les forces de l'ordre, alors qu'au fond, ils viennent pacifiquement se battre contre la chose la plus chère, au fond, à leurs yeux et à nos yeux, qui est l'environnement et l'avenir de notre humanité. L'éco-anxiété et l'inquiétude face au changement climatique, c'est plus seulement une préoccupation de privilégiés. Dans les banlieues aussi, les jeunes s'organisent. Alors nous, on va aborder le sujet du gaz à effet de serre. Qui peut me lire la phrase, s'il vous plaît ? Banlieue Climat, une organisation cofondée en 2023 par Ferris Barkat, forme chaque année des centaines de jeunes des quartiers populaires aux questions environnementales. Je te laisse expliquer. En fait, la Terre, vu qu'elle tourne autour du Soleil, elle capte son rayonnement. Et ce gaz à effet de serre, justement, il fait en sorte que les rayons du Soleil restent dans l'atmosphère. Cette semaine, une vingtaine de jeunes de Montpellier, Strasbourg, Trappes ou encore Villeurbanne sont accueillis à l'école du climat à Saint-Ouen, le siège de l'association. Les gaz à effet de serre les plus communs, comme vous le connaissez tous, il y a le CO2. Tout le monde sait ce que c'est le CO2 à peu près. Le groupe rencontre des chercheurs, des chercheuses et apprend à expliquer les causes du changement climatique pour transmettre à leur tour. Donc selon vous, qui produit le plus de gaz à effet de serre ? Les entreprises, les usines, les voitures. Pour certains, c'est la première rencontre avec les enjeux climatiques, mais aussi avec la politique. Comme je vous ai dit, l'écologie, on en entend parler tard. Pour nous, ça ne nous concerne pas. On voit des ministres, des personnalités publiques qui s'expriment là-dessus, mais nous, on ne se sent pas concernés. Je pensais que c'était, entre guillemets, haut placé de s'occuper de ça. En ayant fait la formation, c'est là où j'ai compris qu'en fait, c'était un sujet qui nous concernait tous, et surtout nous, les jeunes de banlieue en priorité, car il y a par exemple des usines qui sont construites pas loin de nos quartiers, et du coup, les déchets qu'ils rejettent, ça impacte nos familles. La formation est reconnue par l'État. Elle a été créée avec des chercheurs du GIEC, le groupe d'experts sur l'évolution du climat. Elle a même donné envie à certains jeunes de changer de plan de vie, comme Sophia. Au début, je voulais faire un master soit commerce, soit marketing. Et donc, ce sont des masters qui sont très intéressants, etc. Mais à un moment, je me suis dit, en fait, est-ce que j'ai envie de grandir en participant à un schéma qui ne me plaît pas ?
donc je ne veux pas participer à cette société de surconsommation et au capitalisme. Et donc actuellement, j'ai pris le choix de m'orienter vers un master relations internationales, donc qui va me permettre de travailler pour des ONG, dans la diplomatie. Je peux travailler aussi dans des associations. Forcément, le salaire d'un chargé de mission humanitaire et le salaire d'un commercial, malheureusement, c'est pas le même. Et donc à ce moment-là, j'ai quand même fait le choix de mettre mes valeurs en priorité. Même s'ils ont envie d'agir, la plupart des jeunes se sentent complètement abandonnés par les adultes. On a l'impression que le sujet il est totalement délaissé par les autres générations et que les autres générations nous disent seulement en fait c'est votre sujet, vous en occupez. Alors que c'est un problème qui concerne absolument tout le monde. Enfin, souvent on dit nous on est la génération climat, la génération qui va faire bouger les choses, etc. Mais le problème c'est que le fait d'utiliser ce genre d'expression, selon moi, ça met totalement à l'écart les autres générations. Donc les autres générations vont se conforter dans l'idée que en fait c'est plus notre problème parce que dans 30 ans, 40 ans, on sera plus là. Et donc oui, moi parfois je me sens un petit peu peut-être un peu frustrée. On peut se sentir impuissant face à ça et on se dit en fait si les politiques environnementales ne mettent pas l'argent nécessaire pour changer les choses, pour faire en sorte que les entreprises limitent par exemple leurs émissions de CO2, etc. Au final, nous, quelle est notre place dedans ? Sensibiliser les enfants d'aujourd'hui aux questions environnementales, c'est indispensable. Mais si on le fait sans leur donner les clés pour agir, le pouvoir de changer eux-mêmes les choses, ça revient à les condamner à l'impuissance. Et ce travail, il ne peut pas incomber seulement à quelques associations, syndicats et collectifs qui se mobilisent sur le terrain. On n'apprend à aucun moment à s'organiser collectivement quand on estime qu'on vit des injustices sociales, par exemple, ou que notre parole n'est pas prise en compte. Solène Compin. Et donc du jour au lendemain, à 18 ans, on se retrouve à devoir voter et c'est le seul acte politique et le premier acte politique qu'on nous demande et on est bien démunis en général. Tout comme un adulte, souvent pour la première fois, à 25 ans, à 35 ans, va se retrouver face à un employeur qui a des pratiques illégales ou dégradantes, face à un bailleur social qui ne prend pas du tout en compte ses besoins d'amélioration de son logement et ces adultes-là sont complètement démunis et se trouvent seuls et impuissants face à des choses qu'ils estiment injustes et écrasantes pour eux parce qu'ils n'ont jamais été éduqués, ils n'ont jamais appris ce que c'est que l'organisation collective et le fait de pouvoir défendre ses droits et se faire entendre malgré le statut social qu'on a dans une société. L'urne est en hauteur, volumineuse, anguleuse. Et avant que la petite trappe en plastique ne bascule, il faut patienter, le bulletin en position, un nombre pénible de secondes. Du moins quand on tient à bout de bras un enfant de 4 ans qui veut absolument l'y glisser pour nous. Combien de limbagos, à chaque élection, chez les parents soucieux d'encourager l'esprit civique de leur enfant en lui octroyant ce geste symbolique. On en profitera pour prendre une photo. C'est trop mignon, un enfant qui joue à voter. Il y a un décalage humoristique. Le visage du petit faux électeur est si sérieux. Les adultes le contemplent avec tendresse. Illusion comique. J'espère que tu avais bien lu tous les programmes avant de décider. Clin d'œil complice. Et toi, Jean-Michel, tu les avais bien lus tous les programmes ? Ne répond personne. Ça y est, le jeu est terminé. L'enfant touche à nouveau le sol, retourne au monde réel. Le monde réel, solide, stable, raisonnable. Celui où les enfants ne votent pas. Clémentine Beauvais, pour le droit de vote dès la naissance. Dans son essai « Pour le droit de vote dès la naissance », la professeure en sciences de l'éducation, Clémentine Beauvais, s'étonne qu'on parle de suffrage universel alors que 20% de la population en est exclue. Si l'idée de donner le droit de vote aux enfants, lancée par l'Américain John Wall en 2021, l'a d'abord fait rire, la chercheuse raconte pourquoi ce serait pour elle une obligation morale et démocratique de laisser voter les enfants dès qu'ils s'en sentent capables. Parce que cette non-participation des mineurs au processus démocratique a des conséquences profondes.
l'abstention massive des jeunes aux élections, comme on l'a dit, mais aussi un manque de confiance dans la démocratie. Un élève de terminale sur 4 dit n'avoir aucune confiance dans le système démocratique. Cette question du droit de vote des enfants doit devenir un débat de société. Si les enfants deviennent un électorat, il y aura un certain nombre de conséquences dans les discours qui sont tenus vis-à-vis d'eux. Lélia Benoît. Il pourra certainement y avoir des discours démagogues en simplifiant les choses à l'extrême pour essayer de faire passer des idées qui sont fausses. Mais il y aura aussi un effort d'explicitation, de simplification du langage qui est bienvenu. Ce que ça va imposer aussi, c'est un rôle réel pour l'école d'enseignement de la politique, pour que les enfants puissent être informés, puissent apprendre à questionner les discours qui sont faits, puissent apprendre à demander quelles sont les données derrière, quel est votre budget pour arriver à mettre en place cette idée, quelles sont les propositions alternatives. C'est ton idée, hein, les enfants nationaux. Ok, les enfants, je suis plus d'accord. On va commencer. Retour à Lyon, où Lina, Oliver, Victoria, Harris, Olivier et Camille se préparent pour un rendez-vous important. Vous aviez envoyé un mail là, il n'y a pas très longtemps. Oui. Vous vous souvenez du mail que vous avez envoyé? Vous l'avez envoyé à une dame qui s'appelle Madame Camus. Oui, Axel Camus. Oui. Et donc c'était l'élu qui se charge de la salle informatique. Mais elle a répondu en disant que c'est pas à elle de se déplacer. Vous devez d'abord voir ça avec la responsable de secteur. Madame Grand. Comme le protocole l'exige, c'est la responsable de secteur de la mairie qui vient à leur rencontre dans leur école. Bonjour. Madame Grand, Géraldine Grand. Bonjour, nous sommes les délégués du CAE de l'école Simone Signoret. Le problème, notre salle informatique dysfonctionne et nous sommes pénalisés dans l'application des programmes et de la maîtrise de l'outil informatique alors que cela devrait partie de notre quotidien. Déjà, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez une formation d'informaticienne C'est sûr, je ne peux pas être experte dans tous les sujets que je vous ai cités. C'est pour ça que je vous ai bien dit, je fais le lien entre le terrain, donc l'école, et les services compétents. Vraiment pas oublier. Bon, je sais que c'est un petit peu pénible, mais il faut aussi pas oublier le budget. La ville de Lyon, actuellement, elle est très consciente que le parc informatique dans toutes les écoles, il est obsolète. Remplacer tous les ordinateurs, c'est évidemment un budget énorme. Mais il y a une option, ce ne sont pas des ordinateurs fixes sur des tables, mais ce sont des tablettes. Concernant les délais, je ne veux pas vous dire à 100%, mais je pense que pour la rentrée, c'est envisageable, la rentrée scolaire. Merci d'avoir répondu à nos questions. On est content qu'il y ait des solutions et voilà. Merci beaucoup. Aujourd'hui, les jeunes élus ont été entendus. Des victoires comme celle-là, Solène Compin en a vu beaucoup. Une victoire qui m'a marquée, c'est des enfants qui étaient pas contents sur ce qu'ils mangeaient à la cantine. Ils trouvaient qu'en gros, c'était dégueulasse ce qu'ils mangeaient à la cantine et ils avaient envie d'avoir plus leur mot à dire. Et il y a toute une campagne qui s'est menée autour de cette thématique-là. Un des aboutissements de cette campagne-là, ça a été que la commission menu de la ville de Lyon, qui est composée d'agents publics, d'une diététicienne et de parents délégués, et cette instance-là, maintenant, comporte des enfants qui peuvent y siéger, qui goûtent ce qu'ils vont manger et qui ont un mot à dire sur les menus qui leur est proposés. Remporter une victoire, aussi petite soit-elle, avoir fait déplacer des élus ou des responsables adultes, avoir obtenu gain de cause, ça donne des armes aux enfants, voire des envies d'aller plus loin. Je voudrais être politicienne, en fait. Avant, j'avais pas cette idée en tête, mais quand, en fait, j'ai commencé à faire CAE, j'ai trouvé que c'était bien que, en aidant les autres et en m'aidant moi aussi moi-même, je trouve que c'est cool. Moi, au début, je pensais pas faire de la politique, mais oui, moi aussi, j'ai envie de faire de la politique. Et oui, je veux bien continuer à m'engager. Du coup, par exemple, si on voudrait vraiment faire ce qu'on veut, c'est qu'on aurait pour chaque année une moyenne de budget. On devrait tout le temps avoir ça. Comme ça, on sait ce qu'on peut faire.
Il faut pas que ça change suivant le maire qui est élu. Il y en a un qui nous donne quasi rien et l'autre beaucoup. Vaut mieux qu'ils nous donnent tous la même chose. Comme ça, on fait nos projets. Ce serait ça, avoir du pouvoir. On tient à ce que ces enfants, qu'ils arrêtent d'intégrer la domination des adultes comme quelque chose de normal et qu'ils arrivent à considérer que c'est une injustice que leur parole n'est pas suffisamment prise en compte par les adultes. Et on a envie aussi qu'ils retiennent que c'est possible, qu'en tout cas, on apprend des tas de choses dans l'organisation collective, que même si ce qu'on demandait n'a pas tout à fait été obtenu comme on le souhaitait, on a fait bouger des lignes, on a appris des choses. J'ai demandé à Solène Compin ce que ça changerait si les enfants étaient tous éduqués à la démocratie et à l'action collective. Le rêve, si tous les enfants étaient éduqués, avaient l'occasion de mener des projets de démocratie d'interpellation, déjà ça pourrait renouveler complètement tous les corps intermédiaires dans notre société. Donc les syndicats du travail, les associations qui se vident complet, qui se vieillissent, qui se vident de leur jeunesse et qui n'arrivent plus à recruter des jeunes. Je pense que on verrait beaucoup plus de jeunes dans les partis politiques qui eux aussi se vieillissent. Est-ce que dans l'ensemble, vous êtes fiers de vous? Oui, on est ultra, archi, infini fiers. Est-ce que vous avez l'impression vous ressortez du rendez-vous, là, vous êtes contents, fiers de vous? Vous avez... On est ultra contents. Ça pourrait réparer la démocratie représentative. Il y a une crise de la démocratie représentative assez terrible où le taux de vote est en chute libre. Les gens sont complètement désabusés et ne croient plus du tout en cette démocratie représentative. Et du coup, le danger de plus croire à ça et de se désinvestir complètement de ces institutions publiques-là, c'est de faire venir des gouvernements autoritaires. Vous avez eu ce que vous demandez? Tu vois le smiley avec la bouche comme ça ouverte, le sourire. On en est là? On en est au... Ouais, le meilleur truc. Un des meilleurs moyens pour lutter contre l'éco-anxiété. Là, on a une jeunesse qui se prend en plein fouet la crise climatique et ça génère énormément d'angoisse et de repliement sur soi et d'éduquer et d'expérimenter et de s'entraîner à de l'organisation collective. Et ça permet de voir que en fait, il y a toujours eu des changements possibles par l'organisation collective et la construction de rapports de force, de rapports de pouvoir. Il est temps de prendre en compte les enfants dans nos décisions. Et pour ça, il y a des choses concrètes qu'on pourrait faire. Créer un Conseil national d'enfants et d'adolescents avec un vrai pouvoir législatif. Encourager des budgets locaux gérés par des enfants. Former à la participation démocratique dans toutes les écoles. Ouvrir une discussion sur l'âge du vote. Quant à la question climatique, continuer de ne pas en faire une priorité politique, c'est une violence pour les enfants qui seront les premiers à en subir les conséquences. Comme le défenseur des droits le préconise dans son rapport de 2024, il faut de toute urgence contraindre les pays et les entreprises à protéger l'environnement. Prendre en compte la santé vulnérable des enfants dans les politiques publiques. Leur garantir à tous un accès à une alimentation saine. Réduire la pollution de l'air et multiplier les espaces de verdure. Et bien sûr, prendre en compte la parole des enfants dans les décisions publiques qui affectent leur vie. Après l'écoute de ce podcast, j'aimerais vous avoir convaincu d'une chose au moins. C'est que la place des enfants est politique. Ah, le karma! Si on veut un monde moins violent, plus juste, plus libre aussi, on ne peut plus continuer de traiter les enfants comme on le fait. Il faut les remettre au centre de nos sociétés. Ça peut sembler vertigineux, mais c'est un combat essentiel et inévitable. Il est temps de lancer cette révolution culturelle, de changer de regard sur les enfants, de respecter leurs droits. Alors parlons-en autour de nous. Osons prendre clairement le parti des enfants quand ils sont injustement traités. Acceptons de questionner notre pouvoir sur eux. Écoutons ce qu'ils ont à dire. Rappelons-nous de l'enfant qu'on a été. Et on va la vivre, cette révolution. Pour ma fille, pour mes élèves et pour tous les enfants, il est temps. Je suis désolée, maman, aussi, j'ai raconté ta vie, je sais que tu vas te fâcher, mais bon. Au revoir, les fans.
Au revoir Lolita. Mais ça va sortir en quoi? Je remercie toutes les personnes qui ont accepté de m'offrir leur temps pour intervenir dans ce podcast. Merci à Jessica Bagic pour son talent, sa douceur et sa solidité à toute épreuve. Merci à Victoire Tuaillon. Sans son cerveau et son cœur, encore une fois, ce projet n'aurait pas existé. Merci à Quentin Bresson d'avoir patiemment tissé chacun de ces épisodes. À Maïlane Chapiron pour ses arpèges et sa voix mélodieuse. Merci à toute l'équipe du Défenseur des droits pour leur soutien et leur confiance. Et au studio Sonic pour la production. Christophe, Étienne, Élodie, Louise et Mélodie. Je remercie Hazel, Charlotte et Cameron de m'avoir prêté leur voix. Ma cousine Juliette et sa famille pour leur accueil et leurs encouragements. Pour leur relecture et leurs remarques pleines de pertinence, Gabrielle Allégret, Charlotte Puiseux et Teddy Ambroise. Merci au gang du Flipper de m'offrir ces choses si précieuses, le rire, la sororité et la fête. Et enfin, pour leur soutien vital, leur amour et leur présence inconditionnelle, ma famille, mes parents et mes frères, Thibaut, bien sûr, et ma merveilleuse fille.